Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit un invité très spécial, un invité qui a son propre podcast lui-même, Mathieu Guénette. Mathieu Guénette, en fait, anime le podcast Les Ambitieux, un podcast qui a beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes, très intéressants. Mathieu Guénette, en fait, c'est un conseiller d'orientation qui est aussi chargé de cours au doctorat en psychologie à l'UQAM. On va donc aborder la gestion de carrière, la réflexion, la remise en question, l'identité professionnelle, les stades de conscience, etc. On espère que vous allez apprécier l'épisode comme nous, on l'a apprécié. Donc, sur ce, bonne écoute! Fois, on propose des choses, un concept de démarche, un cadre de démarche qui correspond un peu à notre propre conception. Mais la personne, elle peut dire « Oui, mais c'est pas ça que je te demande » ou il y a comme un travail à faire que de ne pas dire qu'il y a un processus d'orientation, mais si on veut vraiment le faire sur mesure, donc je trouve ça intéressant de commencer à penser qu'il y a des univers différents. Et une des hypothèses au niveau de l'orientation, c'est que le mal-être, l'angoisse, la dépression, tout ce qu'on peut vivre au travail, peut être lié à des circonstances de travail, ça, OK, mais lié à des transitions, des étapes de vie, OK, ça, on peut le voir, mais ça peut être aussi par rapport à une personne qui se ramasse coincée entre deux stades. Allô Mathieu! Allô! Allô Mathieu! Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur le podcast. Ça me fait grandement plaisir. De venir sur le podcast, mais merci à toi de nous recevoir aussi. Oui, oui, à Saint-Côme. Oui. Ça fait plaisir. Oui, on est vraiment contente d'être là. Puis, je pense que ça va être une belle discussion aussi parce que, en fait, tu es un conseiller d'orientation. Fait que, on n'a pas eu, en fait, de professionnels comme toi à date sur le podcast. Puis, je sais aussi que t'as quand même t'es connu dans ton secteur, dans ton domaine et tout ça. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant de discuter avec ta perspective, justement, aujourd'hui. Ça fait plaisir d'en parler, de faire ça, faire connaître, justement, le point de vue de l'orientation. Oui. Ouais. Peut-être que les gens qui nous écoutent, ils connaissent Mathieu à cause de ton podcast Les Ambitieux. Oui. Peut-être qu'ils doivent se dire « c'est un nom que je connais. » Oui, exact. Une voix. Peut-être. Des fois, ça arrive, je parle à quelqu'un, puis il dit « je reconnais ta voix. » C'est comme ça qu'ils me reconnaissent. Oui, c'est ça. Ça arrive. Oui. Donc, avant, en fait, qu'on embarque un petit peu plus dans notre sujet principal de l'épisode et tout ça, nous, on aime ça faire un retour en arrière, puis de prendre le temps, en fait, de questionner un peu notre invité pour savoir qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Fait que d'où porte ton intérêt, en fin de compte, envers l'orientation du travail ou du moins d'aider les gens, justement, à comme se développer, trouver leur voie en termes de carrière, et tout ça. Je pourrais commencer. Jeune, j'avais un côté très artiste, donc je me destinais plus à l'écriture, puis écrire des romans. J'avais publié un roman à 17 ans, là, qui s'appelle « C'est pas facile », là, c'est là-dedans. Puis au cégep, j'avais vraiment en tête, j'étais en lettres, de dire je vais aller en littérature. Mais finalement, je me suis rendu compte que le côté solitaire de l'écrivain, puis je me disais, peut-être j'aimerais ça être avec des gens. Quand j'étais au cégep, j'aime ça être avec des gens. Puis j'avais été coach d'impro secondaire. Puis je me disais, le côté humain, interaction. Puis ma mère, elle a étudié dans le même domaine de l'orientation. Puis j'avais fait une demande à la dernière minute, au lieu d'aller en littérature comme je pensais, orientation et psychologie. Et là, j'ai été accepté dans les deux, mais j'ai eu l'acceptation en orientation en premier. Puis j'ai pris le premier, puis genre une semaine après, j'avais l'acceptation en psycho. Au baccalauréat, ça? Au baccalauréat, oui, au baccalauréat, je sortais du cégep. C'est comme ça que j'ai été en orientation, en me disant, je vais interagir avec des gens. Puis, c'est ça. Puis après ça, quand j'étais dans le bac, là, je me sentais un peu à part, là, parce que j'avais mon côté encore artiste derrière. Puis, je me suis questionné quand même pas mal durant ce temps-là en disant où est ma place. Donc, moi-même, j'ai vécu ça. Et après ça, j'ai été vers la maîtrise en orientation et j'ai commencé à travailler avec des ex-détenus. Donc, ça a été mes premières expériences. J'ai fait du suicide d'action aussi. Le côté praticien dans l'action, des situations de crise, des clientèles difficiles, ça a été vraiment mon baptême. C'est comme ça que j'ai été. Puis, il y a un moment où je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin de stimulation, un peu plus de liberté.
Et j'ai réalisé que le milieu organisationnel permettait ça. T'entraînes des organisations, ben, tu n'es pas dans un cadre où tu es dépendant d'une école ou bon, d'un OBNL. Puis c'est comme ça que je me suis intéressé. Puis mon père était dans le milieu des affaires aussi. Il était comptable, là, il était CFO dans une grosse compagnie, Uniselect. Que là, j'ai commencé à faire des liens entre ma mère et mon père, le côté humain, mais dans les organisations. C'est comme ça que j'en suis venu tranquillement à m'intéresser à ça. Puis après ça, ben, je me suis perfectionné. Puis plus ça l'a été, plus j'ai cherché à comment je peux faire mon travail, mais en ayant ma couleur, mon côté créatif. Là. C'est un lien avec ce que je faisais au début. Écrire, ça revenait. Là, j'ai fait comme un amalgame de tout ça. Puis là, mettons, parce que pour eux qui nous écoutent, puis même pour moi, est-ce que tu penses que tu peux un peu expliquer c'est quoi tu fais dans ton travail au quotidien? Mais en fait, c'est quoi être conseiller d'orientation? Parce que là, tu as mentionné que tu travailles avec les détenus. Est-ce que c'est plus, mettons, l'évaluation de potentiel que tu faisais? C'est quoi, qu'est-ce que tu faisais avec eux? Ben, en fait, quand avant 2006, j'étais vraiment conseiller orientation. Là, donc, de vraiment aider à orienter. Que je travaillais un petit peu en pratique privée de chez nous. Puis, je recevais quelques clients. Puis, j'ai aussi, ben, c'était vraiment ça, là, relation d'aide dans une optique d'orientation. Donc, l'acte d'orienter. Puis, en 2006, ben là, j'ai travaillé à la Société Pierre Boucher, qui s'appelle maintenant Humance. À l'époque, ça s'appelait Société Pierre Boucher. J'ai travaillé là 6 ans. Ça a été mon école du côté organisationnel. Puis ben, j'ai appris vraiment à faire l'évaluation de potentiel. Je me suis intéressé au plan de développement, au coaching. C'est là que c'est venu. Puis je voyais ça séparé. Je me disais, ben, d'un côté, tu as l'orientation, de l'autre, tu as la psychologie organisationnelle. Puis après ça, j'ai commencé à voir qu'il y avait des liens dans tout ça. C'est ça, beaucoup ça, hein? C'est l'idée d'intégrer des éléments. On a l'impression qu'ils ne vont pas ensemble, mais de se rendre compte que ça se complète. Puis quand j'ai publié en 2017 le candidat viscéral, ben, c'était un peu pour faire le lien entre l'expertise en orientation et l'expertise en évaluation. Depuis 2017, moi, j'étais à mon compte. Que je voulais travailler de chez moi à la campagne, à Saint-Côme. Donc, j'aime vraiment ça. Avec les poules, oui, exactement. Les chats, les chiens, tout ça. Promenade dans la forêt. Donc, pour moi, c'était important que ce que je fais, ben, je fais de l'orientation encore, mais j'intègre le volet organisationnel dans ma pratique. Je fais de l'évaluation de potentiel. Je fais aussi du coaching. J'en fais de plus en plus. L'évaluation a pris un petit peu moins de place, mais j'en fais encore. Des fois, je travaille pour des firmes, mais je suis à la pige pour eux. Donc, je fais des mandats. Puis, sinon, ben là, en 2024, j'ai publié mon livre « Relations difficiles au travail », puisque j'ai enseigné aussi pendant 10 ans à HEC Montréal le cours de psychologie et gestion des personnalités difficiles de 2010 à 2020. Et en 2020, avec la pandémie, là, j'ai décidé d'arrêter. Mais justement, pour pouvoir être complètement à distance. Puis là, ben, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de besoins autour de ça. Puis j'avais beaucoup de choses à dire autres que ce qui était dans les livres. Puis d'avoir une approche plus pratique, plus empathique, que j'ai publié mon livre l'année passée. Et là, ben, je donne des formations, des conférences autour de mon livre, des relations difficiles au travail, là, des professionnels, des gestionnaires. Mais concrètement, parce qu'on dirait, moi, quand je pense à conseiller d'orientation, c'est juste, je me souviens juste, moi, au secondaire, qui nous faisait passer comme des petits tests, puis on savait comme pas trop ce qu'on voulait faire, mais encore là, tu sais, à ce moment-là, je me souviens, j'étais jeune, je me connaissais pas vraiment, mais peut-être qu'il y avait quand même quelque chose de pertinent à le faire à ce moment-là, mais ça ressemble à quoi, en fait, d'aider les adultes à s'orienter, disons, au niveau carrière versus, tu sais, moi, ce que je me souviens dans mon enfance au secondaire, tu sais, que oui, peut-être que ça l'a aidé, mais c'est quoi concrètement l'orientation professionnelle chez les adultes? C'est ça, quelqu'un qui a déjà un emploi. Puis qui a déjà vécu un historique. Exactement. Je trouve que vous avez raison de dire qu'il y a une différence, parce qu'il y en a une. Puis justement, c'est pas les mêmes étapes de vie. Ça aussi, il y a ça. Bon, la maturité. Mais au-delà de ça, quand tu aides un jeune qui est au secondaire, au cégep, à s'orienter, bien, toutes les options sont ouvertes. Puis c'est vraiment comme on a un univers de possibilités. Puis là, ben, on parle de stratégie, puis la personne ne se connaît pas encore, mais on se dit, ben, si tu fais ce programme-là, il y aurait telle possibilité, puis là, ben, on fait des scénarios, puis
Les tests peuvent aider à se connaître. Donc, j'utilise surtout un test d'intérêt dans ce temps-là. OK. Mais quand tu arrives avec une clientèle adulte, là, ben encore là, c'est différent à 30 ans, à 50 ans, ça dépend de ce que tu as fait comme histoire. Là, ça peut être vraiment du sur-mesure parce que les démarches peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Et c'est très psychologique à ce moment-là. Et c'est là où je vais vouloir avoir un test d'intérêt pour parler de l'enlignement, vers quoi tu t'enlignes, c'est quoi tes scénarios. Mais c'est très rare, puis c'est pas souhaitable de faire des virages à 180 degrés. OK. C'est genre, j'ai été comptable pendant 20 ans, puis là, je lâche tout, puis je deviens mécanicien. Ça arrive. Puis souvent, les reconversions, ben évidemment, on imagine ça, je vais aller voir un conseiller d'orientation, il va m'amener quelque part qui est complètement différent. Que ça arrive, mais c'est sûr que c'est pas avantageux. On le fait quand on n'a pas le choix, mais parce qu'on essaie tout le temps de capitaliser sur ce qu'on a déjà comme acquis, parce que de partir de zéro quand tu as 40 ans, c'est pas si évident. Parce que c'est souvent des choix un peu stratégiques de voir comment on peut récupérer. Là. Des fois, c'est des changements, pas de 180 degrés, mais ça peut être un changement de 5 degrés. Mais un changement de 5 degrés, 10 degrés, ça n'a pas l'air beaucoup, mais il y a quand même une transition. De dire, je veux faire ça, mais peut-être dans un autre secteur ou rester dans le même secteur, mais avec un nouveau rôle. Donc là, il y a une complexité un petit peu plus grande, que c'est moins flamboyant. Ça a été de complètement gros virage, mais il va y avoir quand même beaucoup d'ajustements. Puis le côté psychologique, ben, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ça bloque, là, parce que souvent, ça bloque, que je vais utiliser un test de personnalité pour comprendre. Que je combine deux approches, dans le fond, en orientation. L'approche qui est la plus connue, celle des traits facteurs. Là, on essaie de faire des correspondances. Ah, ben toi, tu aimes ça travailler avec les gens, ben tu pourrais travailler en psychologie. Donc là, on fait un lien. Ou ça peut être sur d'autres choses. Ça peut être de dire, ben tu vas être à ton compte, mais vu que tu vas être à ton compte, ben tu aurais peut-être plus avantage à prendre telle option. Mais ça reste du trait facteur. OK. Et l'autre approche, je trouve qu'on néglige un peu, mais qui est très importante, c'est toute l'approche psychologique, on peut l'appeler développementale, si on s'intéresse par exemple aux transitions de carrière. Okay. Et là, c'est pas d'essayer de répondre à la question, donc de dire, ben toi, tu pourrais faire ça, mais plutôt de voir pourquoi tu as de la difficulté à répondre à la question. Qu'est-ce qui empêche la réponse à la question? Puis là, de dire, ben tu es tellement anxieux, tu manques tellement de confiance en toi, ou tu as tellement une vision, je sais pas, stéréotypée, là, j'invente des affaires, qui fait en sorte que ça t'empêche de faire tes choix. Puis là, ben, il faut faire du ménage, faut vraiment travailler sur des concepts un peu là, de soi, du travail, comment tu vois le travail. Et là, ben, que je travaille toujours sur ces deux plans-là en parallèle. Et j'ai une façon que je me suis développée avec le temps, très structurée de travailler pour bien cerner là, la démarche. Fait que c'est ça, fait qu'il y a un aspect plus au niveau personnalité, intérêt, mais aussi on peut embarquer dans le coaching quand on a l'impression qu'il y a du ménage à faire avant de pouvoir aider l'individu à ce qu'il réalise son plein potentiel. Oui. Ben, le coaching, je dirais, il est un peu partout parce que moi, je vais appeler ça une posture coach. Okay. Une posture coach, en disant, je fais du coaching avec toi. Okay. Mais une posture, tu sais, de comment tu établis ton cadre de travail, comment tu poses tes questions, tu sais, d'amener l'autre à trouver des façons de répondre à ses propres questions, être autonome dans sa réflexion. Je vais appeler ça une posture coach. Mais il va arriver, des fois, ça va être vraiment du coaching. Par exemple, la personne dit, mais moi, je me rends compte, j'aurais le goût d'être gestionnaire, mais j'ai pas d'expérience là-dedans. J'ai de la difficulté à m'affirmer ou j'ai de la difficulté dans mon sens politique. Là, il y a du développement de compétences. C'est pas juste lié à changer de carrière, c'est aussi, mettons, dans son poste, s'il veut prendre des tâches supplémentaires. Ça pourrait être ça, ou une transition. Là, je suis professionnel, je vais être gestionnaire. Donc, c'est mon orientation. J'ai décidé de me réorienter. Je veux devenir gestionnaire, je l'étais pas avant. Mais comment je vais faire? Bon, là, il y a des stratégies de carrière. Bien là, tu pourrais commencer comme ci, tu pourrais étendre ton réseau. Moi, j'appelle ça l'écosystème. Il y a ça. Mais il y a aussi des compétences qui sont manquantes. Parce que tu as bien beau dire, OK, tu vas faire une stratégie, mais ton leadership, là, tu ne l'as pas appris. Il va falloir que tu le développes. Puis, des fois, ben, ça peut être un nouveau poste. Puis là, tu dis, OK, là, je suis dans un nouveau poste, mais je me rends compte que j'ai de la misère, mettons, je reprends mes mêmes exemples, à m'affirmer ou dans mon organisation. Puis là, je fais du coaching. Puis, j'aime bien l'idée d'utiliser un plan de développement.
OK, mon Dieu, attends un J'ai peu, plein de là. questions. Moi aussi, j'ai tellement de questions. Vas-y, puis je Je sais poursuivrai. pas si... parce que je sais pas si c'est en lien avec qu'est-ce qu'on se parle là, mais tantôt, t'as comme mentionné que les gens pouvaient changer faire un changement de 180 degrés. Ouais. Là, je me questionnais sur pourquoi les gens sont amenés à faire ce changement-là. Au niveau peut-être de l'identité, tu sais, est-ce qu'il y a comme les gens sont en crise quand ils font ce changement-là? C'est quoi qui se passe? Il y a comme une crise identitaire, puis là, la personne, elle se dit, moi, je suis tannée complètement de ce que je fais à mon travail, puis en fait, t'as nommé un mot. Diagnostiquer, hein? T'as nommé un mot, c'est quoi? C'est une reconversion. Reconversion de Ouais. carrière. Ouais. Mais moi, c'est la première fois que j'entendais ça, puis je trouve Ah ouais? ça... OK. Oui, reconversion. À ce moment-là, on change l'enlignement, mais il peut y avoir beaucoup de raisons. Puis c'est ça aussi qu'il faut qu'on distingue, parce que des fois, la personne elle dit « Ah, moi, là, je suis tanné de mon travail, puis tout ça, pourquoi? J'ai haï mon boss. » Puis, ouais, OK, mais t'as haï ton boss. Ça veut peut-être changer d'emploi, là. Là, je vais le vérifier. Je veux dire, mettons que tu étais dans un autre environnement, avec un autre patron, puis là, on fait souvent des scénarios. Okay. Puis là, ça dit « Ah, j'adorerais ça, mon travail. » OK, peut-être que faut que tu changes d'emploi, puis une nouvelle culture. Mais des fois, la personne, elle me dit « Mais mettons, en droit, ça arrive. » Ouais, mais là, tous les cabinets d'avocats, c'est la même culture. Puis c'est en général, ça fait 4 que je fais. Bon, OK, à ce moment-là, on va prendre ça d'un autre angle. Mais on fait beaucoup des hypothèses, on teste des choses, puis on essaie de voir si je change une variable, j'en rajoute une autre. Là, ça donne quoi? C'est un peu comme essayer de syntoniser le bon poste de radio, là, ça griche, là, OK. Mais si on faisait ça, là, on essaie d'identifier. Puis là, à partir de là, si c'est juste changer d'emploi, on parlera peut-être pas d'une reconversion. Puis des fois, c'est quelques degrés. Mais si tu disais, non, écoute, même si j'avais le meilleur des patrons, donc j'aime pas mon patron, mais même si j'avais le meilleur des patrons, je pense pas que ça changerait grand-chose parce que ça donne pas un sens à ma vie, ce que je fais là. Puis on essaie de comprendre. Mais c'est sûr que s'il peut y avoir un problème psychologique, si le problème, c'est plus moi dans ma manière de voir les choses ou dans ma façon de réagir, j'ai de la difficulté à m'affirmer, puis ça me crée des frustrations. Mais le problème, tu vas l'amener partout avec toi. Donc ça, il faut peut-être le voir. Ou j'ai une façon négative de voir les choses parce que on dirait que je suis jamais satisfait, mais je me rends pas compte que finalement, c'est moi, dans ma manière de voir les choses, que je vois tout le temps le verre d'eau à moitié vide. Ouais. Bon, mais là, il y a peut-être de quoi. On fait beaucoup d'hypothèses. C'est pour ça qu'un test de personnalité comme le NEO, qui utilise le modèle du Big Five, Costa et McCraw, là, ben ça, évidemment, il est intéressant parce que la crainte que j'ai comme professionnel, c'est d'amener mes billets. Parce que plus je connais la personne, plus j'ai une belle relation, plus on a une belle complicité, ça, c'est positif. Mais plus il y a un danger qu'elle m'influence et après ça, que moi, je l'influence. Puis là, il y a comme moi, j'appelle ça, il y a comme une contamination. Là, moi, je veux travailler avec la précision. Je suis dans la rigueur. Mais c'est les billets aussi, là. Oui, c'est nos billets. Puis on en a probablement moins, les professionnels, vous autres aussi, que l'ami. L'ami, il y en a un gros parce qu'il est ami. Puis, en plus, c'est pas son métier. C'est pas ça qu'il a appris. Mais même quand on est des professionnels, d'être conscient de nos billets, puis d'être capable de les contourner, que c'est pour ça que les tests avec des percentiles, je trouve ça intéressant. Puis là, j'utilise toujours les mêmes outils depuis un très grand nombre d'années. Là, c'est très praticien empirique. Là. Là, je vais être capable de dire, OK, ça, quand je vois ça, ce pattern-là, là, il y a quelque chose. Là, je partage tout avec le client. Là, on regarde les tests. Puis là, si des fois, il dit, non, moi, je me reconnais pas là-dedans, ben là, il faut que moi, je sois à l'écoute. Mais en même temps, il ne faut pas que je l'écoute trop non plus, mon client, parce que peut-être que lui, dans le fond, quand il me parle, c'est en fonction de son billet à lui, qui l'empêche de faire son orientation. Là, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans des scénarios. Puis j'essaie d'avoir une structure de travail très méthodique, rigoureuse, pour être en mesure vraiment qu'il y ait une séquence aussi, comment je fais les choses. Pour être sûr que c'est construit solidement, là, comme une fondation de maison. Là. C'est ça. Je suis un gars de système. C'est beaucoup ça. C'est un gros processus. C'est un processus itératif aussi. J'ai comme l'impression de comme tu vas en avant, tu reviens là, après tu vas chercher d'autres choses. Tes hypothèses, là tu reviens, puis parfois tu infirmes tes hypothèses dans d'autres. Exactement. C'est comme vraiment. Tellement. Puis ça, c'est avec le client que moi, il faut que j'instaure dans le fond un cadre de travail qui va permettre ça. Parce que si le client il dit, dis-moi donc, c'est quoi les carrières d'avenir? Là, il y a ça. Puis l'aspect que je vous ai parlé là, quand on s'est préparé, c'est que là, une découverte récente, c'est les stades de conscience.
de me rendre compte que si on mesure la conscience de la personne, ben la démarche devrait être différente dépendant du stade. Parce que quelqu'un qui a un stade qui est plus dans la conformité, ben, il va peut-être dire, moi, j'ai besoin d'être dans quelque chose qui a un bon choix, là, le bon choix de carrière, la carrière d'avenir qui est validée. Que moi, si je dis, ben non, tu devrais pas vouloir ça, tu sais, faut que tu t'orientes en fonction de tes passions, il faut que tu t'écoutes. Tu sais, on dit ça à des gens souvent. Ouais. Mais ça résonne pas pareil, dépendant de la personne où elle est. Et des fois, on propose des choses, un concept de démarche, un cadre de démarche qui correspond un peu à notre propre conception. Mais la personne, elle peut dire, oui, mais c'est pas ça que je te demande, ou là, il y a comme un travail à faire, que de ne pas dire qu'il y a un processus d'orientation, mais si on veut vraiment le faire sur mesure, donc, je trouve ça intéressant de commencer à penser qu'il y a des univers différents. Et une des hypothèses au niveau de l'orientation, c'est que le mal-être, l'angoisse, la dépression, tout ce qu'on peut vivre au travail, ben, peut être lié à des circonstances de travail, ça, OK, mais il y a des transitions, des étapes de vie, OK, on peut le voir, mais ça peut être aussi par rapport à une personne qui se ramasse coincée entre deux stades. Puis là, elle se dit, ben, une partie de moi qui a envie de se conformer, mais il y a une autre partie de moi qui se dit, j'ai envie, moi, de m'écouter puis de trouver mes propres cadres de référence. Mais la personne, elle oscille entre deux stades. Et là, la démarche d'orientation, ça va peut-être être ça, de comment aider la personne à franchir son stade. Et là, il y a un travail psychologique qu'on doit faire en orientation, parce que c'est quand même de l'orientation, mais pour amener quelqu'un à être capable à sa satisfaction, là, qui est l'objectif ultime. Là, ça ouvre un univers de possibilités. Là, et ça pour dire que même avec l'expérience, on a encore plein de choses à découvrir. Oui, énormément. C'est vraiment, c'est quand même, mais c'est très complet. C'est complexe, mais complet aussi, c'est comme démarche, comme structure et tout ça. Puis tantôt, tu parlais aussi de sens, tu sais, au travail, que justement, tu sais, il y a peut-être des gens qui pensent vouloir quitter ou faire un 360, changer complètement ou un 180, tu sais, changer complètement de carrière. 360, c'est gros. Ouais, 360, tu reviens à la même place. Tu reviens à la même place. C'est ça, c'est comme t'as fait le tour de la Terre. C'était exactement à la même place. Exactement, dans un 180. T'as fait le tour. Puis de justement, tu sais, comme changer complètement d'emploi, mais au final, tu sais, tu parlais qu'il y avait aussi, bon, on va regarder, est-ce que c'est la culture organisationnelle finalement qui fonctionne juste pas, est-ce que c'est l'employeur, ou est-ce qu'il y a une perte de sens aussi avec le travail? Fait que, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes en fait avec justement tes clients? C'est quoi un peu cet aspect-là de sens au travail, ou est-ce qu'il faut nécessairement trouver un sens dans notre travail, ou on travaille parce que on n'a pas le choix? Ou... Il y a plusieurs conceptions. Mais la motivation, on dit, ça me fait penser à la motivation. Oui, la motivation intrinsèque, extrinsèque, ou comment on dans un sens que si tu sais qu'on parle par exemple des CN Ryan, ben on peut faire des liens avec les stades de conscience, parce que dépendant des stades de conscience, on n'aura pas le même modèle. Le danger, c'est de dire qu'il y a une bonne façon de le voir, puis mon client, il devrait le voir comme ça, quand il est peut-être pas rendu là, puis que moi, j'ai plus envie de répondre à la question de la façon que moi, je la conçois plutôt que lui. Ça, quand moi j'ai commencé, c'était ça. Là. Je vais te convaincre que il faut être passionné, il faut que le travail, ça soit ça. D'être capable de s'ajuster. Puis des fois, on a besoin de passer par une étape, un stade, avant d'aller à l'autre. Que je suis mieux de répondre à la question comme mon client ça pose, même si moi, je me pense peut-être plus avancé que ça, mais d'y aller en fonction de ce qu'il a besoin, pour après ça, l'amener à réaliser, OK, il y a peut-être autre chose par la suite. Donc, mais tu sais, pour parler du sens, ben, un des points, moi, qui me passionne, qui est le fil conducteur, c'est comment on peut prendre un sujet qui a l'air très aérien, là, ésotérique à la limite, comme le sens, la bienveillance, il y a toutes sortes de concepts comme ça, mais comment le ramener à une mesure, comment l'amener à quelque chose de concret, palpable et travaillable, qu'on peut vraiment travailler ensemble et qui se rapproche quasiment d'une ingénierie, mais appliquée au monde humain. Et moi, c'est toujours ça mon champ d'intérêt, que quand je fais un plan de développement, ben là, de travailler avec des objectifs précis, mesurables, avec vraiment des livrables, puis de dire, ben c'est quoi sur quoi on doit travailler
Exactement. Parce que ce qu'on est en mesure de justement de mesurer, en fait, on va y accorder une plus grande importance que tout ce qui est juste essaie de faire de ton mieux, tente d'être une meilleure personne. Puis je trouve que la psychologie a beaucoup évolué parce qu'avant ça, tu sais, la psychologie, c'était perçu des émotions, tu sais, c'est quelque chose, tu sais, c'est pas très palpable, puis là, tu sais, c'est de la croissance personnelle, puis un peu fleur bleue, là. Puis je trouve que là, on commence à trouver une façon de parler d'émotions, de psychologie, d'une manière qui est beaucoup plus crédible, légitime dans le monde du travail. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, selon moi, qui est très intéressant. Et je trouve qu'on doit développer nos pratiques en orientation en psychologie. Là. Moi, je mets ça ensemble en ressources humaines pour être en mesure de créer des outils qui vont nous permettre de mesurer. Là. Parce que, tu sais, si on joue à un sport, on joue au badminton, puis on compte pas les points, c'est pas la même affaire que si on les compte, les points. Mais toi, tu penses qu'il y a une finalité, il y a un but, en fond. À mesurer? Oui, mais dans le fond, parce que la finalité de jouer au badminton, c'est de se mettre en forme, qui gagne, puis de gagner. Fait qu'il y a un but, d'une certaine façon, mais le sens au travail, j'ai l'impression que c'est aussi ça le but. C'est sûr qu'on a des objectifs, ça prend des objectifs au travail, de dire, OK, c'est quoi notre objectif? On veut augmenter le chiffre d'affaires. Notre stratégie, c'est en développant les talents de nos équipes pour favoriser un engagement, pour favoriser une rétention. Mettons que c'est ça. Mais personnellement aussi, en tant qu'employé. C'est ça. Aussi. Et surtout chez les professionnels, parce que les gestionnaires, ils ont une forme de hiérarchie, là, tes premiers niveaux de gestion, contremaître, là, tu veux devenir, passer à un niveau de directeur, surintendant, peut-être éventuellement VP, qu'il y a une forme de hiérarchie, mais les professionnels, eux, qui se reconnaissent pas dans des rôles de gestion, des fois, ils vont vers des postes de gestion, mais pour les mauvaises raisons, simplement parce que c'est la seule façon d'avoir le sentiment d'avancer. Puis, autrement, tu es ingénieur depuis 10 ans pour la même entreprise. Écoute, tu peux avoir des nouveaux projets, apprendre un nouveau logiciel, des trucs comme ça. Mais comment tu peux avoir le sentiment de progresser? Que ça peut être intéressant aussi de créer des outils, des cadres qui permettent de dire, ça va être quoi ton prochain défi? Comment toi, tu vas pouvoir évoluer en tant que professionnel? Puis, on peut-tu trouver un équivalent de mesure pour des professionnels? Parce qu'en gestion, on l'a plus facilement. Encore là, c'est toujours le même sujet. C'est comment on donne un cadre, comment on établit une mesure dans un domaine qui, en apparence, en a pas, et dans le milieu organisationnel qui valorise énormément ce qui se mesure, qui s'encadre. C'est pour ça qu'il y a eu souvent un complexe, les ressources humaines, par rapport au monde des comptables, tout ce qui est hard, tout ce qui est ingénierie. Là, on se dit, eux autres sont cute là, avec leur modèle. Là. Mais là, de dire, attends une minute, là, nous autres, on peut appuyer ça. C'est pas une science exacte comme de l'ingénierie, avec un niveau de mesure, mais il y a quand même une mesure quand même. Puis cette mesure-là, elle peut être crédible. Puis elle fait l'objet d'une structure. Puis on peut pas s'improviser, parce que c'est ça aussi le danger, c'est d'avoir l'impression que de l'orientation, de la psychologie, n'importe qui peut en faire, parce que, moi, j'ai lu un livre là, de croissance personnelle, puis, je peux faire un lien, puis c'est correct, ça a une valeur, là, moi, je parle à ma mère, ou je parle à mon ami, puis ça me fait du bien. Mais là, de dire, on a des modèles, des structures qui sont difficiles à acquérir comme ça sur le coin de la porte. Là. Ça prend quelque chose de plus substantiel et ça nous permet de comprendre l'importance de faire appel à des professionnels qui sont vraiment formés, expérimentés. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au final aussi, ce que ça me fait prendre connaissance, c'est que, tu sais, au final, tu peux aller voir un conseiller d'orientation, pas juste quand tu as envie de changer de carrière, mais aussi quand tu as besoin de te stimuler autrement ou de développer peut-être d'autres projets ou d'essayer de comprendre où pourraient être tes sources d'opportunités dans le travail actuel que tu as, mais que ton but, c'est peut-être pas nécessairement de gravir les échelons en entreprise, mais tu veux quand même continuer à te développer ou à te stimuler dans ton travail, tu sais. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est autant quand ça va mal, écoute, là, je suis en dépression, je suis en arrêt de travail, ça va pas bien, je me reconnais plus, je suis plus performant. Donc là, on fait appel au conseiller d'orientation. Mais l'inverse aussi, parce que si je dis, écoute, ça va bien, j'aime ça, mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, puis j'ai besoin de stimulation. Puis là, j'ai bien des options, il y a bien du monde avec qui je pourrais travailler, mais c'est quoi l'option que je dois prioriser, que je dois privilégier?
Parce que l'histoire avec les stades de conscience, je n'avais pas fini avec ça. Oui, reviens. mais c'est que des fois, le problème, c'est le stade où tu es. Donc, des fois, ça peut être, j'ai un stade, mettons, l'ingénieur qu'on nomme sur un poste de direction, mais il y a de la difficulté à faire son travail. Pourtant, il est intelligent, pourtant, il est motivé. Pourquoi il y a de la difficulté? Il s'accroche sur des détails qu'il ne devrait pas. Donc, des fois, il ne comprend pas sur quoi il doit se concentrer. Il est plus en train d'exécuter des tâches, il va avoir des attentes précises, mais on lui dit, oui, mais il y a des attentes, c'est à toi à les questionner. Donc, son stade est peut-être pas au niveau du poste, mais tu as l'inverse aussi. Tu te dis, écoute, c'est une belle gang, là, j'aime bien ma job, mais on dirait que j'ai l'impression qu'il manque de quoi. Donc, tu peux peut-être des fois être à un stade plus haut que ton poste ou que ton entreprise, ta culture organisationnelle. Et c'est pour ça que des fois, le problème, c'est ça. C'est qu'il faut que tu trouves un environnement, un travail qui correspond au même stade. Parce que c'est comme un adulte qui écoute un film pour enfants. Ben, ça peut arriver de temps en temps, ça peut être le fun, mais à un moment donné, il pourrait avoir l'impression, j'ai besoin d'être stimulé. Puis j'ai l'impression que ce film-là, il répond pas à tout ce que j'ai besoin, moi, en termes de complexité que je suis en mesure de traiter. Parce que plus tu es à un stade élevé, plus tu as besoin d'être stimulé par rapport à ton stade. C'est pour ça que d'être en mesure d'avoir ce cadre-là va être extrêmement bénéfique pour pouvoir donner des services sur mesure. Puis si tu fais une démarche d'orientation qui est à un stade qui est beaucoup sa conformité, voici le guide des professions, mais tu as quelqu'un qui est à un stade plus avancé, il va être déçu de la démarche. Puis l'inverse aussi, si tu dis, écoute, moi je veux savoir c'est quoi la carrière d'avenir, puis là tu dis, ben là on va faire de l'introspection, puis on va aborder des sujets, c'est bien abstrait, moi j'ai besoin de quelque chose de concret. C'est pour ça que quand on va parler d'établir une alliance, on pense beaucoup à Rogers, là, puis t'as un contexte, là, sens-toi bien, là, puis je te mets à l'aise, là, je te sécurise. Mais c'est aussi de proposer un cadre qui correspond à la personne par rapport à comment elle voit les choses. Son vécu. Puis là, ça veut dire que moi, il faut que je sois capable de m'ajuster puis de me promener dans un stade pour refléter un modèle qui correspond à ce que la personne a besoin à ce moment-là. Est-ce que tu as des exemples de stades? Parce que je comprends le concept un peu, mais c'est juste concrètement, c'est comme un peu flou pour moi, un petit peu comme. Puis je me dis, si c'est flou pour moi, c'est ça, je me pour elle. C'est ça. On va essayer de rendre ça concret. Mettons, on prend un modèle, parce qu'il y en a plusieurs. Là, puis moi, j'adore me promener d'un modèle à l'autre. Mais il y a les modèles, on peut faire facilement des correspondances entre les modèles. Mais mettons, on va prendre le modèle de Keegan, Robert Keegan. Lui, il y a 5 stades. Là, parce que il y en a d'autres, là, ça peut aller jusqu'à 9 stades. Là. Donc, mettons, là, on va oublier le premier, là, c'est les enfants commencent à prendre conscience un peu de leur environnement. Donc là, on va partir du 2, qui concerne plus les adultes. On va l'appeler on va y aller avec le stade, on va l'appeler l'état du moi là, souverain. Là. Donc, où il est vraiment centré sur ses besoins, il est opportuniste, je vais profiter des autres si je peux, parce que de toute façon, on vit dans un monde où les gens profitent les uns des autres. Donc, on est dans la loi du plus fort. Que ça, c'est un des stades. Là, quand on va vouloir donner un sens à notre vie à travers ça, c'est de dire, je peux te faire un travail où je vais gagner beaucoup d'argent, mais avec le minimum d'effort. Je peux profiter. Regarde, je vais profiter un peu de l'emploi. On me donne des conditions, mais en même temps, je n'ai pas besoin de travailler tant que ça. Donc, on a une vision très utilitaire. C'est donnant-donnant. Là. Que ça fait une vision aussi. Extrêmement transactionnelle, exactement. Ça, c'est un des stades. Puis après ça, quand on se rend compte qu'on a une certaine limite, il y a peut-être des expériences de vie qui vont nous amener à dire, on a besoin des autres, on a besoin d'être dans une communauté où on se sent isolé. Là, ça va nous amener tranquillement vers un autre stade, un peu plus avancé. Mais ça se peut que ça n'arrive pas, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'adultes, que c'est pas juste une question d'âge, là. On parle de maturité, on pense à l'âge, là. Qu'un adolescent, évidemment, il n'aura pas un stade si avancé que ça, parce qu'il n'y a pas l'expérience de vie. Il y a un petit peu de cognitif aussi qui peut jouer là-dedans dans la conception qu'on va se faire. Mais là, on va arriver à un stade qu'on va l'appeler socialisé. Là, c'est là qu'on va parler de conformité.
Puis là, on va se dire, ben là, il faut faire des bons choix, des choix qui sont approuvés. OK. Ça, c'est-tu normal, ça? C'est normal, mais je suis correct. Ça fait partie de la majorité. Là. C'est un peu comme aller dans une librairie et dire, ben, je vous conseille ce livre-là, c'est notre plus gros vendeur. Ah, ben là, si tout le monde l'a acheté, ce livre-là, puis ils l'ont aimé, ben moi, je vais l'aimer aussi. Donc, on est vraiment dans l'esprit de vouloir s'intégrer à un monde, de faire partie d'un groupe. Fait que ça serait de dire, par exemple, je vais faire tel type d'emploi parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on entend beaucoup parler, ce qui est très populaire ou ce qui rapporterait le plus d'argent ou c'est bien vu aussi. Ouais, je veux être médecin parce qu'il y a un prestige. Puis il y a un cadre. Si je veux être médecin, mais il faut que je me plie à un modèle. Ce qui est aussi quand même vrai. Mais faire partie d'un groupe, puis je me sens bien parce que je fais partie des médecins. Là, il y a une façon de faire. Il y a un aspect aussi d'ego associé à ça. Je le fais parce que ça me fait sentir bien ou ça me fait sentir aussi dans la gang, non? Oui, bien, sentir dans la gang, mais en même temps, l'ego, il faut faire attention dans le sens qu'on utilise des fois le mot ego de différentes façons. L'ego comme genre défendre le soi, là, l'image de soi. Mais tu sais, comme un autre auteur, Lovenger, Jane Lovenger, elle va parler de l'ego dans un autre sens où c'est un peu notre conception du soi. Puis et l'ego, ben, la notion de l'ego est en évolution. C'est sûr que si on parle de l'ego comme égoïste, comme le stade, là, justement, je parlais, là, souverain, ben là, je pense, qu'est-ce que je peux avoir pour moi? Bon, là, on va avoir cette conception-là un peu centrée sur soi, mais c'est simplement, au lieu d'en vouloir aux gens qui sont égoïstes, égocentriques, de dire tout simplement, ben, ça nous les fait voir autrement, de dire, ils n'ont peut-être pas l'habilité, la capacité à le voir d'une façon plus large. Mais quand on est dans un stade socialisé, on essaye justement, notre ego va être en lien avec un sentiment d'identité de groupe. De dire, ben moi, je fais partie des médecins, puis je suis fier d'être un médecin. Je suis content, on est ensemble, là, on connecte. Puis ça, c'est quasiment la moitié des adultes. Qui vont être à ce stade-là, socialisés. C'est du sentiment d'appartenance? Oui, c'est pas... Puis on peut l'avoir, tu sais, je publie sur les réseaux sociaux, j'ai eu 50 likes, je suis content. Je me fais valider que ce que je fais, que ce que je dis est pertinent. Donc, faut pas non plus le voir d'une manière trop, gang de moutons, là. Mais ça reste que de faire partie d'un groupe, le sentiment d'appartenance, c'est un besoin humain qui est très fort et qui est sain à la base. Je comprends. Mais en même temps, là, on va arriver à un autre stade. Là, on va se dire, OK, c'est beau le groupe, mais les règles, le respect des règles, mais en même temps, j'ai besoin de me différencier. J'ai besoin d'être moi-même. Je me rends compte aussi que le groupe, ben, il va pas toujours dans le sens de ce que moi j'ai envie. Des fois, j'ai envie d'être plus unique et d'avoir ma propre pensée, puis de me faire dire, ben tu dois le faire comme ça parce que c'est comme ça, parce que nous autres, c'est le même. La majorité, ça a tout le temps été fait comme ça. Là, ça commence à nous agacer. Puis là, on va arriver à un stade qu'on pourrait appeler auto-construit. Là, on est en train de se construire notre propre identité, notre propre façon de voir les choses. Et ça, en orientation, ça fait des gens qui commencent à dire, OK, là, je veux plus faire des choix en fonction d'un système que le guide là, des métiers professions, des métiers d'avenir, tous ces trucs-là. Tu sais, c'est quoi une bonne profession? On est en train de tout le questionner. Puis ce qui est intéressant d'observer, c'est que quand tu quittes un stade, mais tu es encore un petit peu dedans, ben, tu deviens extrêmement critique et intransigeant. C'est pire, tu sais, un peu comme le fumeur qui vient d'arrêter de fumer, ben, il déteste tous les fumeurs, là. Ou l'enfant qui devient adolescent, ben là, donne-y pas un jeu d'enfant à lui, de Mickey Mouse, là, il va te dire, hey, il va écouter du métal, puis il veut montrer, regarde, je me suis affranchi. Que les gens qui viennent d'arriver à un stade auto-construit, ben, ils vont nous revendiquer le besoin de s'affirmer, d'être différent. D'identité. Puis là, ben, ça prend une démarche d'orientation, ils sont toujours dans l'orientation, qui va donner le sentiment, OK, moi j'appelle ça le métier d'être soi-même. Tu sais, je suis pas payé parce que je suis simplement un conseiller d'orientation, mais je suis payé parce que je suis Mathieu Guénette, puis les gens veulent travailler avec moi. Puis c'est ma couleur à moi qui est recherchée. Ça va transcender mes compétences. Fait que c'est comme définir un peu ton identité professionnelle? Ou comme... Oui, bien, la notion d'identité à cette étape-là est extrêmement importante. Puis là, on va se créer notre vérité, nos principes, notre façon de voir les choses.
puis on va vraiment s'attacher à cette vision-là de nous-mêmes. Okay. Et là, on pense qu'on a fini, parce qu'à chaque stade, on a l'impression qu'on est rendu en haut de la montagne. Ouais. Là, enfin, j'ai compris, enfin, là, c'est complet, là. Puis il y a un autre stade après, qui est auto-transformant. Et là, on commence à être philosophique et dans l'abstrait. Puis il y a très peu de gens, moins de 1%, mettons 1% de la population. En tout cas, c'est dépendant des recherches, là, ça va varier un peu. Okay. Mais c'est des gens qui commencent à voir qu'on vit dans un univers où il y a différentes perspectives. Tu sais, quand on parle de conscience, là, on commence à voir que, OK, moi, je suis un élément, puis je peux avoir le sentiment d'avoir raison, mais ma vision est beaucoup liée à mon histoire. Et je peux rencontrer des gens qui ont des perceptions, des perspectives différentes. Idéalement, quelqu'un qui dirige un État, qui dirige... bon, là, on peut faire des liens. Mais mettons, qui dirige une entreprise, OK, on aimerait ça, penser qu'il va avoir ce niveau-là de maturité, de conscience, qui va lui permettre de penser au bien commun au-delà de sa propre perspective à lui de qu'est-ce que lui veut faire. Bon, le problème, c'est que les gens qui sont attirés vers le pouvoir, souvent, c'est des gens qui peuvent être au stade souverain où je veux être le roi, là, je veux que ça avoir raison, puis ça. Mais la problématique qu'on se rend compte, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, hein? Avec tout ce qui se passe, la technologie, puis au niveau politique, puis en même temps, on n'a pas nécessairement un niveau de conscience qui est équipé pour faire face aux défis auxquels on a dans notre travail, ou même comme citoyen, ou même comme parent. Et c'est pour ça que c'est important, ces outils-là, puis d'être capable de comprendre. Puis moi, ma fascination, c'est de penser que ces stades-là, qui ont l'air un peu abstraits, puis OK, des concepts, que ça peut se mesurer d'une manière extrêmement rigoureuse. Et qu'à partir de là, on est capable de vraiment imaginer que ça peut expliquer plein de choses, mais d'imaginer comment on va être en mesure de communiquer, puis de comment tu amènes une personne à lui faire comprendre quelque chose en fonction de son langage à lui. Parce que si tu dis à la personne qui est dans l'esprit souverain, de dire, mais là, pense aux autres, c'est important, les autres. La personne ne sera pas là. J'ai beau y faire la morale, l'environnement, c'est important, la planète. OK, so what? Il va te ridiculiser. Puis il n'y a aucun moyen, parce que c'est des dialogues de sourds. C'est pour ça que ça commence à devenir des grilles de lecture qui vont nous permettre, d'après moi, pas juste en psychologie, en orientation, mais de pouvoir vraiment amener les gens à mieux se comprendre eux-mêmes, comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent, la recherche de sens, mais aussi en termes de société, de pouvoir dire, OK, de quoi on a besoin, comment on va pouvoir être en mesure de penser à des modèles en termes du vivre ensemble, puis de comprendre, pas juger, chercher à comprendre avant de chercher à être compris, que c'est de critiquer des gens qui ont un stade de conscience moins élevé, de dire qu'Andrew Tate, c'est un épais, on peut penser ça. Mais si on y va d'un angle psychologique, comme un esprit, mettons, auto-transformant aurait, il se dirait, OK, ici, ce qu'on voit, c'est un manque d'habileté. Mais c'est sûr que, vu qu'il est très affrontant, on le perçoit pas comme ça. On se dit, il faut que je me défende contre cet individu qui est très dangereux. Il est dangereux. Mais en fait, si on fait une analyse juste, on va parler de stade de conscience, on va dire, il y a une conception qui est vraiment, c'est la loi de la jungle, puis il faut faire sa place dans ce monde sauvage. C'est comme ça qu'il le voit. Puis c'est pour ça que, moi, je pense que si on veut amener des transformations, puis l'espoir d'amener des gens justement à progresser, puis qu'on ne soit pas dans des clans, des guerres de clans, c'est de commencer à avoir des modèles qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des perspectives. Est-ce que notre but en tant que travailleur, c'est de se rendre à un stade où c'est pas ça, mettons, ce que tu cherches à faire avec les gens, c'est plus de comme t'adapter en fonction de leur... Ou leur offrir, ou leur présenter ou les diriger dans leur processus ou leur cheminement professionnel en fonction du stade dans lequel ils sont, ou de les aider à cheminer d'un stade à l'autre pour atteindre l'auto-transformation. En fait, tu disais, est-ce qu'on devrait tout être l'esprit auto-transformant, mettons? Dans l'idéal. Mais c'est une excellente question, parce qu'effectivement, quand on commence à parler de ça, ça nous donne envie de progresser, puis de rechercher ça, puis
Quand, en fait, je peux te répondre, c'est non, c'est pas tout à fait, parce qu'à l'intérieur d'un stade, là, t'es bien, il y a un univers, il y a un équilibre à l'intérieur du stade. La santé mentale, en fait, n'est pas une problématique de stade, de dire les gens sont moins en santé mentalement quand ils sont à un stade plus bas que plus haut. Parce que si je suis dans un stade de conformité, puis que je suis commis de bureau, puis j'adore mes collègues, puis j'écoute les émissions populaires à télé, puis on peut avoir l'air un peu condescendant. Oh, lui, il a une petite vie, mais lui, il va être heureux, il va être bien. Puis son environnement correspond à son stade, puis les défis auxquels il fait face, ben, il est en mesure d'y répondre. Puis je vois pas pourquoi on devrait chercher le à forcer. vouloir, c'est la correspondance entre l'individu puis son milieu de travail, en fait. Exact. Puis c'est la même chose avec les enfants. Tu sais, moi, j'ai des petits-enfants, je suis grand-père. Ben, les petits-enfants, je les vois âgés, puis tout ça, puis c'est quoi leur carte de référence? C'est sûr qu'ils sont dans l'innocence, puis la naïveté, puis je me dis pas, c'est ça qu'ils vont être amenés à devoir se poser des grandes questions. Mais au moment où ils sont en ce moment, c'est des enfants qui sont dans un univers d'enfants, qui sont bien, qui sont en équilibre, qui sont en santé par rapport à ce qu'ils vivent. C'est sûr que c'est encore la même conception de la vie à 40 ans que ce qu'ils ont en ce moment. Ils vont avoir probablement un problème. Mais en ce moment, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que le problème, c'est quand on parle de santé mentale puis de difficulté, c'est quand il y a un décalage entre ton stade et celui de ton environnement, et que tu n'arrives pas à franchir ça, puis quand tu es coincé entre deux stades ou tu es pris entre deux conceptions, il y a une partie de moi qui a envie de s'intégrer à une communauté puis il croit encore, mais il y a une autre partie de moi qui a envie de se différencier, puis je suis pas capable, il y a comme deux moi-même là-dedans, puis ils s'entendent pas bien. On dirait que comme des une fois... dissonance cognitive. Ouais, exactement, une dissonance cognitive. Ouais. Et c'est là où on doit travailler parce que entre deux stades, c'est comme deux univers. Moi, mon image que je viens en tête, c'est comme si tu avais une paire de lunettes, mais chacun des verres que tu as n'ont pas la même force. Ah ouais. Là, c'est sûr que ça devient... tu vas avoir mal à la tête. C'est comme quand tu portes un verre de contact, puis l'autre, tu l'as pas encore mis. Ouais. C'est tellement... Ça marche pas. C'est une très bonne analogie pour comprendre comment quelqu'un peut se sentir quand il est coincé entre deux stades, ou il peut fermer un œil ou fermer l'autre pour dire, mais avoir les deux yeux ouverts en même temps, il y a encore là, on va parler de la dissonance. Que là, ça pourrait expliquer... Bon, mettons, on prend Robert Keegan, mais lui, il dit, ben, ça pourrait être une explication sur l'anxiété, pourquoi on a des difficultés. Puis c'est sûr que si je suis dans un rôle qui me demande un stade plus élevé, là, je vais le vivre, le décalage. Mais l'inverse est vrai aussi. Parce que si on me demande un rôle, je suis commis de bureau, mais comme je disais, j'ai un esprit d'autotransformement, je peux le faire pendant un certain temps, je vais bien faire mon travail, mais à un moment donné, je vais avoir un appétit qui ne pourra pas être répondu. Et à ce moment-là, ça peut même être un cadeau empoisonné d'avoir un stade de haine élevé dans un monde qui ne correspond pas à ce stade-là. Parce que rendu à un stade assez élevé, ce que moi je réalise, c'est que dans l'orientation, là, je reviens sur le sujet d'orientation, c'est de dire qu'il va falloir amener la personne à inventer son propre modèle. Parce que j'ai des clients qui se disent, écoute, à chaque fois que j'arrive au travail, là, je pense que ça va être, ça y est, c'est à la bonne place. Mais là, on dirait que je vois des failles partout. Je me dis, mon patron, il manque de vision stratégique. Je trouve qu'il est pas adéquat, il est pas cohérent. Et là, je suis dérangé. Mais en même temps, j'ai pas le pouvoir de changer les choses. Puis, j'arrête pas de vivre un inconfort, mais en même temps, c'est quand même, ils sont pas mauvais. C'est juste que on dirait que de voir les défauts comme ça, les incohérences, j'ai l'impression qu'on fait pas les bonnes choses, c'est pas assez innovant, puis c'est fatigant. Là. Puis là, ben, tu peux changer d'emploi, ou tu dis, mais là, j'ai trouvé un travail, là, ça va bien, j'aime bien mon patron. Mais là, le patron, il s'en va. Restructuration. Là, j'étais bien, là, je suis plus bien. De dire comment on peut se créer des modèles de carrière qui vont nous permettre de pouvoir évoluer par rapport à où on est rendu. Parce que je trouve qu'en orientation, on a une conception des fois qui est, mettons, dans le stade socialisé, qui correspond quand même à un très grand nombre de personnes dans la population, puis on fait un très bon travail en le faisant, en disant, mais là, ton code de test, puis il y a sec, là, la typologie de Holland, là, ben, mettons, toi, tu as un social avec un peu d'investigateurs, puis ça correspond à une liste de professions, puis on va regarder un guide, puis là, tu vas pouvoir choisir là-dedans.
que ça peut faire une bonne job. Mais fais ça avec quelqu'un qui est dans un état d'esprit un peu plus avancé. Là, il va trouver ça difficile. Puis même la notion d'emploi. La notion d'emploi, c'est un concept en soi, être employé. Ouais. Ça peut répondre à un besoin, mais il y a bien des gens, moi j'ai l'impression que la notion d'être employé, salarié dans une entreprise, ça peut être difficile. Bon, là, tu peux choisir une culture d'entreprise et tout ça, mais il y a des fois où tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que d'amener d'autres choses, puis là, tu vas peut-être être à ton compte, trouver un autre modèle, mais en réalité, tu n'es pas un entrepreneur. C'est juste que pour être capable de composer avec la complexité, les défis que tu as besoin, ben là, il faut que tu crées un peu ton propre environnement qui va correspondre à tes besoins, que tu es rendu un peu plus compliqué, plus complexe à un certain moment, parce que tu vis beaucoup de frustration d'être dans un cadre un peu trop étroit. Okay. Est-ce que ça se peut, mettons, se sentir comme ça pendant toute ta vie de travailleur, comme de pas avoir réussi à comme trouver l'adéquation? C'est un risque. C'est un risque. Puis moi, je considère que le travail des conseillers d'orientation, c'est justement d'être la solution à ce risque-là, d'aider et de responsabiliser les gens. Parce que moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des gens qui sont dans des structures qui ne leur correspondent pas, mais au lieu de s'accuser, eux, de dire « Écoute, c'est ma responsabilité, je devrais faire autre chose », que moi, mon analogie, j'ai tout le temps des analogies là, pour des images punchées, mais c'est de dire, c'est comme si tu sais que tu n'aimes pas le heavy metal, puis tu t'en vas voir un show, puis il est écrit sur le billet. Metallica, là, Iron Maiden, tu t'en vas là, puis tout le long, tu chiales, puis la guitare, franchement, c'est agressif, puis ils sont bien épais, toutes les chansons se ressemblent. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui as un problème, là. C'est vrai. Pas eux autres, là. C'est eux autres, ils sont ensemble, ils ont du fun. C'est toi, puis tu savais. Autres, ou tu sais, après la première chanson, là, regarde, t'es pas obligé là, de rester jusqu'à la fin, là, puis de gâcher le plaisir des autres. Que, je te comprends de pas aimer la musique, c'est légitime, c'est ton droit. Puis tu peux, moi, je pourrais te dire, t'as raison, moi non plus, je l'aime pas, cette musique-là. Mais je suis pas dans ce show-là. Que, prends ta responsabilité, puis oui, ça te fait peur, mais équipe-toi pour être capable de faire face aux défis qui correspondent à ce que tu as de besoin. Puis il existe des modèles, puis il existe toutes sortes de modèles. Il y en a pas juste 2 ou 3. Et c'est pour ça que là, ça commence à être intéressant de voir qui réussit à être bien dans notre monde et en ayant des modèles qui sont un peu différents. Et à partir de là, ben, on va enrichir le répertoire des modèles. Puis aussi, comment on fait pour passer d'un point A à un point B? OK, tu es un professionnel, mettons, tu es un professeur à l'école, à l'école secondaire, puis tu te dis, OK, moi, dans le fond, je me rends compte que j'aimerais ça, travailler dans un milieu organisationnel, une moyenne entreprise, et de travailler en innovation. Bon, super, tu as trouvé ton orientation, je pense que ça a bien de l'allure. On va essayer d'identifier, bon, ça pourrait être quoi une première étape? Mais là, après ça, comment tu fais pour dessiner le chemin pour les deux options? Parce que là, tu vas faire un CV, OK, tu envoies ça un petit peu partout, mais c'est peu probable qu'une entreprise dise « Ah, ben tiens, un professeur du secondaire, il a travaillé 20 ans, il a enseigné la géographie, on va l'engager pour travailler avec nous autres. » Que là, il va falloir qu'on trouve des façons aussi pour faire ces transitions-là. Okay, une fois qu'on a eu la discussion là, sur les stades de conscience, puis tout ça, puis c'est les objectifs, ben là, c'est là où il faut qu'on passe à l'action. On n'est plus dans l'orientation, on est rendu plus dans une étape de transition. Plan de match, transition, Là, il y a un travail à faire énorme, là, que moi, ben, dans mes balados, c'est ça que j'essaie de faire, de trouver comment on fait pour se créer un nouveau écosystème, pour que les gens nous connaissent, puis établir des paliers comme un escalier, parce que là, écoute, tu peux pas sauter de 10 pieds, là. Il va falloir que tu te crées ton propre escalier. Puis là, ben, il y a plein de choses à dire sur ces stratégies-là, de comment s'y prendre. Puis il y a de l'émotion en plus, parce que tu vas le vivre, l'émotion, parce que tu étais habitué d'être dans un contexte que tu connaissais tout le monde te connaissait, tu étais compétent. Puis là, tu t'en vas dans un univers où, en apparence, du moins au départ, tu vas avoir l'impression que tu pars de zéro, parce que tu n'auras pas les connaissances, tu n'auras pas les codes.
Là, mais en même temps, il y a des transferts. Il y a des choses que, tu organises une classe, t'influences, tu crées. Bon, ça se retrouve, le côté des compétences profondes, ils sont transversales. Que les connaissances, souvent, ça nous impressionne. Je connais pas ce système-là, le langage, comment eux autres, ils parlent. Mais en fait, souvent, OK, vous autres, vous dites ça comme ça. Moi, dans mon milieu, c'est comme ça qu'on disait ça, mais en fait, c'est à peu près la même idée. Ouais. Il fait que tu as 2 identités professionnelles, dans le fond, dans ce cas-ci. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, dans ce cas-là, dans cet exemple. Dans cet exemple-là. C'est ça que j'appelle ça le storytelling. Parce que tu as la démarche intérieure. Donc, tu fais une démarche d'orientation, puis là, tu te rends compte, OK, voici mes besoins, où est-ce que j'en suis dans ma vie. Puis là, c'est clair. Parfait. Là, ça, c'est qu'on est un peu... c'est complexe, mais on est quand même entre nous, dans la ouate. OK, t'es la personne la plus importante, je me concentre sur toi, toute l'attention était sur toi, tes tests, tout ça. Mais là, maintenant, on parle du test de la réalité. Ouais. Et là, tu vois, OK, mettons, on va prendre l'exemple du professeur de géographie, tu t'en vas en entreprise. Eux autres, ils te connaissent pas. Là, eux autres, ils ne pensent pas que tu es la personne la plus importante, ils ne savent même pas que tu existes, ils ne savent même pas qu'est-ce que tu peux leur apporter. Que là, on est plus dans une stratégie. Et là, quand on est dans la stratégie, c'est là où moi, je vais parler du storytelling. C'est comment tu racontes ton histoire sur LinkedIn. Quand tu parles à du monde, on va parler d'un pitch d'ascenseur. Tu as 2 minutes pour te décrire. Là. Comment tu racontes ça, professeur de géographie qui s'en va dans la moyenne entreprise? Comment tu racontes ça? Parce que si tu me racontes toute la version longue là, au complet, comme tu as fait en orientation, ben les gens, ben là, je me suis cherché, puis là, j'essaie de quelque chose, puis là, les gens ils vont dire, OK, mais t'es pas mûr, là, moi, ça me tente pas, là. Va faire prendre ton expérience ailleurs, là. Là, c'est là où on rentre dans un tout autre volet, où là, on est dans le monde des perceptions, on est vraiment dans les réseaux, puis là, on va parler de marketing, du chercheur d'emploi. C'est ça. Donc, marketing de contenu, marketing relationnel. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire en ce moment, nous autres, là, on fait à la fois un marketing de contenu, parce que ça va être un épisode de balado qui va pouvoir être écouté, et à la fois un marketing relationnel. On ne se connaissait pas beaucoup. Là, on est en train d'apprendre à se connaître. Donc, on est en train de créer un outil, une occasion pour pouvoir se connaître et autant dans une qualité de relation que dans une qualité de contenu. Mais ça, faut le faire. Il faut être proactif. Là. Faut imaginer des choses. Il faut penser qu'on va peut-être se tromper. Puis c'est pas grave, on va se relever, mais faut le vivre. Il faut vivre les expériences. C'est ça. Ouais. OK. Tu l'as-tu dit quelque chose? Ben, en fait, parce que aussi, je vois quand même le temps qui va vraiment vite. Mais ce que je voulais peut-être dire un peu pour comme aussi boucler un peu cette boucle-là de, tu sais, on a parlé un peu du parcours que quelqu'un qui viendrait consulter un conseiller d'orientation pourrait suivre en fait avec toi. Tu sais, on parlait un peu au début avec les billets, d'apprendre à se connaître et tout ça, il y avait les stades de conscience, fait que tu sais, il y avait aussi comme tout l'aspect d'apprendre à se connaître puis de comprendre un peu qu'est-ce que tu recherches vraiment puis t'en es où, toi, dans ton processus, dans ton identité personnelle et professionnelle pour arriver à trouver un emploi qui est en cohérence avec la personne que t'es. Puis là, ensuite, il y a la personne, en fait, qui est vraiment plus dans l'action que là, ben, il faut qu'elle-même, en fait, se responsabilise puis parte à la recherche d'emploi, fasse un peu son marketing, se vendre et tout ça. Stratégie, fait que c'est réflexion et stratégie, en fait. Puis il y a le coaching aussi, parce que peut-être qu'il y a des compétences qu'elle va avoir besoin de développer, puis elle ne pourra pas les développer tout simplement l'expérience, là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Elle dit, moi, il faut falloir que je développe, je me rends compte, mon organisation ou mon leadership, peu importe. Puis là, à ce moment-là, ben ça aussi, ça pourrait être un autre segment là, à rajouter dans ton sommaire. Ouais. Puis c'est ça. Puis au final, en fait, toi, est-ce que tu continues d'accompagner les personnes même une fois que, on va dire, elles se sont retrouvées, puis elles ont, tu sais, les gens ont décidé ont trouvé leur emploi, puis parfait, ça fonctionne, c'est un match. Est-ce que tu continues d'accompagner? Oui, en fait, moi, je suis un outil pour mon client. C'est comme ça, je le dis, on est partenaire, mais je suis un outil. Puis c'est un outil qui évolue en fonction de la démarche, en fonction du stade, en fonction des besoins et tout ça. Que des fois, il y a des gens que je rencontre depuis
plusieurs mois, là, mais on fait pas juste de l'orientation, là. Ouais. C'est là, OK, là, au début, c'est de l'orientation, là, OK, là, ça va prendre une autre forme. Que moi, tant que la personne pense que je suis pertinent, je vais le faire. C'est sûr que si, il y a des choses que je ferai pas, une thérapie de couple, je fais pas ça. Tu sais, je vais dire, écoute, là, je vais peut-être référer ou, tu sais, il y a des choses que je fais pas. Mais si c'est dans mon grand champ de travail, oui. Okay. Puis, mon travail à moi, c'est de faire des plans d'action. Dans le fond, tout ce qu'on vient de dire, dans le fond, c'est un grand système avec plein de petits systèmes. Puis si on veut être capable de garder un fil conducteur, parce qu'on peut facilement se perdre, hein, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ça prend une structure, une méthode. Et il faut être strict, rigoureux dans notre méthode pour être capable de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. C'est pour ça que je suis un passionné de mesure, parce que la mesure, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir dire, OK, là, ça donne le vertige, là, tout ce qu'on vient d'avoir comme conversation. Il y a plein d'affaires, puis on ouvre des portes, puis derrière la porte, il y a une autre porte. Ouais. Mais quand on travaille, on doit savoir clairement qu'est-ce qu'on a à faire, puis dire, bien là, tu as une action à faire. Cette action-là est devant toi. Tu vas te concentrer là-dessus. Cette action-là fait partie d'un grand plan. Mais être capable aussi de passer du macro au micro. Là, on a été beaucoup dans du macro aujourd'hui. Mais là, de revenir à quelque chose d'un petit peu plus précis dans le détail pour dire, OK, là, on va se concentrer sur cette action-là. Puis ça, pour moi, c'est une habileté dans notre travail d'être capable de savoir comment passer de l'un à l'autre. Là. Ouais. OK. Ouais. OK. Ah mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Vraiment. On a parlé de beaucoup de choses que je ne connaissais pas du tout. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Oui, vraiment. Aïe, ça me fait voir, en fait, le métier de conseiller d'orientation d'un autre point de vue que qu'est-ce que j'aurais pensé. Fait que c'est vraiment... C'est beaucoup plus proche de la psychologie que je pensais. Ouais, comme pour vrai, je me rends compte qu'il y a beaucoup... Au début, tu disais que les CO puis les psychologues avaient beaucoup de choses en commun. Mais là, c'est encore plus flagrant, je pense. Ouais. Mais je dirais que plus on monte dans les stades, plus on va voir que finalement, psychologie, conseiller d'orientation, ressources humaines, ça n'a pas tant d'importance, le titre, la fonction. C'est sûr que si on ramène ça à un stade socialisé, là, on va dire, non, là, c'est différent, là, c'est pas pareil, là. Parce que plus on monte, finalement, plus on se rend compte que les structures qu'on utilise pour se distinguer sont pas si importantes, parce que tout est dans tout. Ouais. Puis moi, mon balado, les ambitieux, des fois, je peux parler de philo, des fois, je peux parler des livres de finances, parce qu'à un moment donné, je me rends compte que tout ça, c'est le territoire. Ouais. Puis là, on peut faire des liens, là, comme ça. 100%. Ouais. Puis des fois, c'est un outil de marketing que je pensais pas qu'il me servirait en orientation, qui va m'aider à pouvoir développer un nouvel outil. Puis, c'est ça qui est intéressant. Là. Ouais. J'avais deux petites questions pratiques un petit peu plus pour les gens qui nous écoutent, parce que plus pour l'aspect de ce pratique, c'est quoi tu dirais aux gens qui se sentent un petit peu perdus dans le monde du travail, tu sais, eux qui se sentent pas sur leur X? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour peut-être retrouver le chemin vers le X, dans le fond, pour que ça corresponde avec oui. Ou une première action. Action pour comme essayer de se débloquer. Ou, Ben, c'est sûr que, évidemment, réponse simple, facile, si on a de la difficulté par eux-mêmes, puis qu'ils souffrent de ça, puis qu'ils considèrent que c'est quelque chose d'important, bien évidemment, d'aller voir, consulter. Allez voir Mathieu! Moi ou quelqu'un d'autre, mais de s'assurer que la personne va être en mesure de leur offrir un service. Ce qui me frustre, moi, des fois, d'entendre, c'est que quelqu'un a dit, moi, j'en ai vu un conseiller d'orientation, puis ça n'a pas marché, donc j'ai renoncé, cette solution-là n'existe pas. Ouais, mais tu sais, à quelque part, on voit que... C'est une grosse généralisation aussi. C'est ça. C'est la même chose en psychologie. J'ai vu un psychologue, je l'ai pas aimé. Il y a plein d'approches en psychologie. Puis il y a différentes personnes, puis des fois, ça clique pas avec un. C'est une relation, comme dans n'importe quelle relation. Je veux dire, tu vas pas arrêter, par exemple, d'avoir des amis parce que ça n'a pas fonctionné avec un ou une de tes amis. Exactement. C'est belle analogie. Toi aussi, t'as fait des belles analogies. Oui, c'est bon. Je vais peut-être t'appliquer celle-là, par exemple. Y a-tu des droits d'auteur? Non, je te donne ça, Mathieu. C'est bon, gratuit. Cadeau. Oui, parce que mes analogies, souvent, je les ai piquées quelque part, bien souvent. Oui. Puis des fois, je les ajuste. Je vais la transformer un peu, la tweaker de même. Mais bonne, elle est très bonne. Puis effectivement, que je pense qu'il y a de l'éducation, au moins à savoir qu'il y a des services qui existent, parce qu'il n'y a rien de plus triste que de penser quelqu'un qui souffre, quand en fait, il pourrait ne pas souffrir, il pourrait faire quelque chose, mais il pense qu'il n'y a absolument rien à faire.
et tu souffres pendant 10 ans quand en réalité, tu aurais pu faire de quoi. Ouais. Parce que c'est pas fataliste, il n'est jamais trop tard non plus. Puis ça, je pense, c'est le message clé. Ouais. Puis c'est sûr que quelqu'un qui veut faire des démarches, ben là, moi, mon balado, Les Ambitieux, c'était un peu ça au début, de dire, ben c'est gratuit, c'est accessible, puis j'aborde toutes sortes de sujets. Évidemment, il y a des fois, je les aborde pour moi-même, pour ma propre formation, puis c'est ma recherche et développement, c'est mon laboratoire. Il y a des balados que j'ai faits aussi pour des clients, pour les aider. Des fois, ça leur permet de les aider. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, j'ai pas besoin de te rencontrer, j'ai écouté ton balado, puis ça m'a aidé. Ben, tant mieux, je suis bien content, ça suffit. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est un peu comme se faire une opération à cœur ouvert soi-même. Tu sais, c'est pas recommandé, là. Se couper les cheveux, peut-être, là, à la limite. C'est plus facile quand couper les cheveux de quelqu'un d'autre que se couper soi-même les cheveux. Une opération à cœur ouvert, là, peut-être qu'on peut demander de l'aide, tu sais. Et là, à un moment donné, on peut... Parce que c'est dur de voir ce qu'on voit pas. Tu sais, tu sais pas que tu sais pas. Donc, c'est pour ça que des fois, tu as besoin d'un professionnel, mais aussi, tu as besoin d'un professionnel parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de parler de systèmes. Des systèmes qui sont complexes et de systèmes. Donc, là, ben, tu peux étudier ça, là, puis tout comprendre ça, mais tu peux aussi faire appel à quelqu'un qui fait ça dans la vie, puis il fait ça depuis longtemps, puis qui va t'aider, qui va pouvoir t'accompagner là-dedans et personnaliser aussi la démarche en fonction de toi et de dire vraiment, dans ton cas à toi, moi, ce que je vois, c'est ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis il y a une notion où là, il y a un partenariat entre le client et le professionnel. Et c'est sûr que la première affaire que je dirais, c'est de faire un diagnostic. OK, qu'est-ce que tu penses qui est ton problème? C'est quoi que tu comptes faire? Puis combien de temps tu te donnes pour savoir si, par toi-même, qu'est-ce que ça va donner. Mais si tu tournes en rond et tu te rends compte que ça n'avance pas, ben c'est quoi l'aide que tu vas aller retrouver? Exactement. C'est ça, se faire un mini-diagnostic à soi-même, dans le fond. Ben, oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est un peu, ça me fait penser comme la discussion que nous, on a eue avec Simon Grenier par rapport aussi à la conscience de soi, puis le fait de faire un peu d'introspection aussi. Puis tu sais, comme ton client qui finalement n'a pas eu besoin de venir te rencontrer parce que le podcast qu'il avait écouté, tu sais, ça y avait fait des réalisations. Fait que tu sais aussi, c'est comme... C'est ça, c'est d'être à l'aise, de se faire une opération à cœur ouvert, comme tu dis. Fait que tu sais, c'est de se montrer vulnérable avec soi-même, puis à la limite, au pire, de prendre des notes sur, OK, par exemple, quelqu'un qui écoute ton balado, ben, ça, ce sujet-là, je trouve ça super intéressant, parfait, je vais le noter, je prends ça en note. Ah, ça, c'est quelque chose qui me rejoint un peu plus, ça me rejoint un petit peu moins. Fait que tu sais, il y a avant même d'être justement dans la fatalité, un peu comme tu disais, il y a rien qui fonctionne, ben c'est de stimuler un peu cet optimisme-là, puis de se dire, OK, je vais me redécouvrir, je vais apprendre à me connaître, puis après ça, je vais aller chercher de l'aide auprès peut-être de quelqu'un pour structurer mes réflexions, ma pensée, puis voir où ça pourrait m'amener professionnellement, en fin de compte. Tout à fait, puis je trouve le plus grand danger, c'est que quand on est dans un esprit fataliste, on n'est pas bien, c'est tentant d'accuser notre environnement. Là, ils me comprennent pas, là, comme un peu mon exemple de spectacle heavy metal. Tu sais, on n'ont-tu pas d'allure? Puis là, je prends plaisir à être cynique, à dire, franchement, là, t'as-tu vu ses cheveux, là? Puis, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, là, mais moi, quand je fais ça, ça me fait du bien un peu sur le coup. Un peu comme prendre une brosse, tu sais, quand tu le cours, OK? Mais après ça, il y a un lendemain de veille, tu sais, qui est pas si agréable. Parce que tu te rends compte qu'il y a un vide. Parce que, OK, après que j'ai ri de tout le monde, puis de dire que le monde est sans espoir, puis que, dans le fond, je suis pas si pire que ça, parce que c'est le monde qui a pas d'allure, c'est pas moi. Ça me fait du bien, mais en bout de ligne, j'ai pas de solution. Puis, je vis un grand vide. À partir du moment où je me sens responsable de mes problématiques, puis que je sais qu'il y a quelque chose à faire, ben c'est sûr que ça me met un poids sur mes épaules, mais en même temps, ça me dit que, OK, la balle est dans mon camp, je peux faire quelque chose. Et c'est là où le problème, c'est des fois entre les stades. Là, c'est qu'il y a un stade qui est, quand on oscille là, entre le socialisé et l'autoconstruit, il y a une forme de cynisme souvent que moi je peux observer, où on se rend compte que le monde dans lequel on est ne correspond pas aux règles de conformité, mais en même temps, on continue à s'accrocher à une conception de ce que le monde devrait être. Le monde devrait être conforme à des règles, mais il ne l'est pas.
Puis là, on devient cynique. On se dit, ben là, ça marche pas. Le patron, il est censé avoir les réponses, il les a pas. Puis on n'accepte pas l'aspect paradoxal de l'existence. Puis c'est pour ça qu'on se rend malheureux, parce qu'on a l'impression que ça correspond pas à un idéal. Mais cet idéal-là, on le questionne pas comme étant une construction. Puis c'est pour ça que je pense que si on aide les gens à aller un petit peu plus loin, ou du moins juste prendre conscience que tu es dans un cul-de-sac, puis là, il faut que tu fasses de quoi pour te sortir de là. Puis tu vas peut-être avoir de la misère à te sortir de là par toi-même, parce que tu es rigide, là. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y avait une dernière question que c'est la même chose. Répondait? C'est comme un seul conseil. Si tu avais un conseil à donner. Parfait. Pour quelqu'un qui se sent perdu, mais là, on en a un petit peu parlé. Oui, parfait. Si tu as un conseil à donner, autre que peut-être aller consulter un CO pour quelqu'un qui se sent perdu, est-ce que quelqu'un me dit quelque chose? C'est de poser peut-être moi, j'aime bien l'analogie maison. Je trouve qu'une distraction, c'est les secteurs d'activité. Puis plus on avance dans les stades, plus c'est vrai. Donc, la maison, si je vais visiter ta maison, visiter ma maison, est-ce que vous voyez, c'est l'extérieur, l'intérieur, vous voyez, dans le fond, les décorations sur les murs, il y a des belles fleurs, OK, c'est beau. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est la fondation de la maison, ce que vous ne verrez pas. Mais en même temps, c'est ça qui fait en sorte que la maison est solide et construite, qu'elle va durer à travers le temps. Et les gens, souvent, ils ont des conceptions qui sont beaucoup liées à ce qui est apparent. Exemple, toi, t'aimes pas ta job, mais qu'est-ce que tu aimes faire dans tes loisirs? Tu fais du yoga? Ah, mais tu pourrais être professeur de yoga, tu sais, parce que tu aimes le yoga, tu vas aimer ça. Donc ça, c'est une conception. Je ne dis pas que le conseil est mauvais, mais c'est un conseil qu'on entend souvent. Sur la surface. Mais on est un peu en surface parce que, tu sais, en fait, c'est comme la devanture de ce qu'on voit. Ce qui est intéressant, c'est d'aller plus au niveau de la structure. Que je conseillerais à ces gens-là d'avoir une conception peut-être un petit peu plus sur vraiment les bases fondamentales de leur orientation. Parce que ce genre de truc-là, peut-être que c'est une super conseil d'être professeur de yoga, mais il y a peut-être des chances que ça soit pas suffisant et qu'on continue à se chercher puis à tourner en rond parce qu'on n'a pas été au niveau de profondeur que la démarche, qu'est-ce qui est exigé par la démarche. OK, je comprends. Okay. Ouais, je vois le processus en arrière de... Ouais. Parfait. Parfait. Fait que je pense qu'on a fait un petit peu, parce que là, 1h10. En fait, je pense qu'on serait rendu à notre exercice. J'aime les exercices. Physique. Ouais. Puis, en fait, nos petites questions meilleures, dans le fond, ça, c'est le jeu qu'on te montrait un petit peu au début. Oui, là, table ronde. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est le jeu Team Building de meilleur. Puis, c'est des questions, en fait, pour nous, on peut apprendre à te connaître autrement que Mathieu Lienette, le professionnel. On en fait tellement de promotion du jeu. Fait que je pense que tout le monde le connaît, c'est eux qui écoutent nos épisodes. Pas besoin de le montrer. Dans le fond, on a présélectionné 5 questions pour toi. Fait que tu peux en choisir une. Puis tu réponds comme tu le sens. Celle-là. Parfait. OK. Que fais-tu pour recharger tes batteries? Ah, ben là, moi, je lis, puis je fais des balados. Ça. Marcher dans le bois avec mon chien, j'aime bien ça. Écouter un film avec ma blonde. Pas des choses très originales, mais peut-être faire des balados, c'est écrire, préparer des balados, ça me fait du bien. Mais pour toi, en fait, aussi, avec ce que j'ai compris, ce que tu disais au début, ça fait aussi beaucoup un lien avec ton côté artistique. Oui. Fait que c'est peut-être aussi comme ça que ça vient recharger ta batterie parce que oui, il y a un aspect comme conseil d'orientation, où ça aide tes clients et tout ça, puis qui est plus professionnel. Reste que le balado, la lecture, il y a un autre aspect, on va dire, professionnel dans le sens où c'est un peu le marketing relationnel et tout ça. T'sais, on le voit de cette façon-là, mais pour toi, ça reste quelque chose d'artistique. Je pourrais dire aussi, pour chacun des balados, je fais un bricolage. C'est vrai, ça avec les enfants. C'est vrai, je l'ai vu. Et là, des fois, je suis là, justement, sur la table qui est dans mon bureau en ce moment. Et ça me détend vraiment parce que, tu sais, je m'amuse, là, comme un enfant, là, ça, je pourrais dire. Des fois, je dis, tiens, ça va être le fun, je vais faire ça. Puis, tu sais,
Puis je suis conscient que c'est pas si beau que ça. J'en suis conscient. C'est très drôle. Non, mais tu sais, c'est du fun, ça va avec l'humilité. Ouais. Mais c'est comme, écoute, des fois, c'est un peu croche. Puis des fois, j'en regarde des vieux, je dis, tu sais, avec le temps, mais ça reste que c'est vraiment quelque chose que je fais par plaisir, puis d'essayer de voir comment je pourrais illustrer visuellement un propos complexe avec une image simple, parce qu'il y a juste une image. Ouais. Puis là, ben, de trouver toutes sortes de façons de le faire. Puis, Ouais, c'est très créatif. Ouais, créatif. Ben, ça répond bien à la question, je trouve. Oui. Ben, merci encore, Mathieu, bon. d'avoir parlé Merci. Ça aujourd'hui. fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.